Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche à Confidence de presse, votre rendez-vous de débat et d'information sur 2M. Notre invité de ce soir est Mohamed Derdouri, coordinateur national de l'INDH, pour parler des chantiers qui sont au cœur de la troisième phase de l'initiative nationale du développement humain. Monsieur Derdouri, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Avec nous également, Fathia Laouni, rédactrice en chef de Radio 2M. Fathia, bonsoir. Bonsoir Abdallah. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Moé, ravi Demain, de vous retrouver. C'est la reprise à la radio. C'est la grande rentrée après Confidence de presse. Il y aura le club de la presse demain à 13h. sur Radio 2M, tout à fait, de 13h à 14h, puisque ça se transforme en grand débat avec tous nos confrères. On écoutera ça avec plaisir demain. J'espère. Merci beaucoup, Fathia. Et Mohamed Zouak, directeur du site Abiladi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tourabi. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez, c'est Derdouri, en 2005, l'INDH a été lancé par le roi Mohamed VI, un programme orienté vers les populations les plus démunies de notre pays, et aussi pour contribuer à pallier aux inégalités sociales qui existent au Maroc. Maintenant, c'est une nouvelle phase qui va commencer. C'est une phase 2019-2023. C'est une troisième phase. Je voudrais vous poser cette question. Pourquoi cette phase? Pourquoi une troisième phase? Pourquoi encore un programme pour l'INDH? La troisième phase de l'INDH a été lancée par Sa Majesté le 19 septembre de l'année 2018. Donc ça fait pratiquement un an, jour pour jour, qu'elle a été lancée. Bien sûr, cette phase a été lancée suite à deux autres phases, donc la première et la deuxième, parce que, pour rappel très rapidement, que l'INDH a été lancé par Sa Majesté en 2005. Et c'est donc cette troisième phase, parce qu'il a été évalué, donc beaucoup de choses ont été faites au niveau de la première et deuxième phase. Beaucoup de citoyens marocains ont bénéficié, notamment, comme vous l'avez bien signalé, les démunis, les territoires qui étaient enclavés, les femmes, les jeunes ont bénéficié de l'INDH de cette phase précédente. Et aujourd'hui, une évaluation a été faite. Et tout en préservant les acquis, elle a été recentrée parce qu'on s'est posé la question, effectivement, par rapport au capital humain, par rapport au développement humain, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par ailleurs. Donc, et suite à ça, donc la phase 3 est venue. Et effectivement, comme j'ai dit, tout en renforçant les acquis, il va travailler sur de nouveaux projets, de nouveaux programmes, notamment, et c'est très important, notamment le développement humain des générations montantes. Justement, en quoi cette phase est différente? Parce qu'on rappelle aux téléspectateurs que la première phase, c'est une phase qui s'est allée de 2005 à 2010. Exactement. La deuxième phase, c'est une phase de 2011 à 2018. En quoi cette phase-là serait différente des autres phases, les deux phases précédentes? Qu'est-ce qui va caractériser cette troisième phase de l'INDH? Alors, il me semble, à mon avis, on se recentre vraiment sur le citoyen, sur l'homme. C'est vrai aussi, la première et deuxième phase travailler pour le citoyen. Mais il y a eu beaucoup d'infrastructures. On insistait beaucoup plus sur les outils, les infrastructures. Parce qu'il y avait des routes, il y avait des centres à construire. Et on s'est rendu compte, effectivement, c'est très important tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, il est temps de se recentrer sur l'homme, sur les citoyens. Et justement, c'est pour ça qu'on parle des générations montantes, parce que faut commencer par le commencement. Il faut travailler par rapport aux jeunes. Alors, les jeunes aussi, on a travaillé avec eux, mais aujourd'hui, c'est une autre, une autre approche. Une approche beaucoup plus inclusive, beaucoup plus profonde par rapport aux jeunes. On va revenir sur toutes ces questions, mais vous insistez beaucoup plus dans cette phase, d'après les documents et d'après ce qu'on a lu aussi dans la presse, sur des questions qui sont liées au préscolaire, la santé maternelle, la santé infantile, etc., etc. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans construire des routes, comme vous l'avez dit, c'est très très important, construire des routes, construire des hôpitaux, mais maintenant on va se concentrer beaucoup plus sur ceux qui vont à ces écoles et ceux qui vont, par exemple, utiliser ces routes. Alors effectivement, la troisième phase s'intéresse effectivement à toutes les étapes de la vie. Et on commence par le plus important, le démarrage. Donc on commence par les enfants,
parce que et là, tout le monde sait que vous étiez enfant, on était tous enfants, et les choses sont gravées dans nos têtes. Il y a même beaucoup de choses apprises par rapport à cette période qui guident encore, malgré que nous sommes avancés dans l'âge. Donc, et aussi, scientifiquement parlant, il est démontré aujourd'hui que les premières années de l'individu sont déterminantes pour la suite. Et bien sûr, aussi les autres périodes. Donc, et là, pratiquement, on parle de 0 à 6 ans. De 0 à 6 ans, mais aussi au-delà, donc de 6 ans à 12 ans et jusqu'à 18 ans et jusqu'à 34 ans, l'âge qu'on considère normalement la limite de la jeunesse. Par rapport à cette période de 0 à 6 ans, là vous avez effectivement parlé de préscolaire. Pourquoi? Parce que cette période où le cerveau humain il est pratiquement déjà prêt à 90%, pratiquement, contrairement à ce qu'on penserait, l'enfant, le cerveau commence même à se constituer dès la conception. Donc, a fortiori, donc les premières années, donc jusqu'à 6 ans, et là, donc les apprentissages, notamment l'éveil, la socialisation, notamment toutes ces choses-là, normalement, doivent être apprises à cet âge-là. Et bien sûr, et là vous avez parlé aussi de santé, un enfant, avant qu'il apprenne, il faut qu'il soit en bonne santé. Et il faut qu'il soit, et lui et sa maman, parce que si sa maman n'est pas en bonne santé, s'il n'y a pas une bonne nutrition, la nutrition implique automatiquement la santé. Si donc la maman et le petit, enfin l'enfant, ne sont pas en bonne santé, il ne peut pas avoir des apprentissages, il ne peut pas bénéficier des acquis au niveau du préscolaire. On va revenir avec plus de détails au cours de l'émission à ces questions-là. Ben justement, sur ce volet que vous évoquez de la petite enfance, c'est important ce que vous dites. En fait, vous voulez commencer par le commencement, mais c'est vrai que quand on parle de la petite enfance, on le sait, et en milieu rural en particulier, la difficulté de mettre un enfant en préscolaire. Vous parlez des mamans, vous allez accompagner jusqu'au début de la vie, si je peux m'exprimer comme ça veut dire vous allez, parce que le problème en milieu rural, et je pense que c'est l'un des gros volets de cette phase 3, c'est que les mamans ne peuvent pas accoucher facilement, ne trouvent pas de centre de proximité. Vous parlez de l'enfant et de la nutrition et de l'alimentation, et c'est là où le bât blesse chez nous au Maroc, c'est que nous avons beaucoup d'enfants en retard parce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'une alimentation appropriée dès qu'ils sont nourrissons en fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, bonsoir madame. Bonsoir, pardon. Effectivement, au milieu rural, mais de façon générale, le Maroc a fait beaucoup de choses pour les mamans, pour les enfants. Je rappelle juste, par exemple, par rapport à la vaccination, le Maroc est un des pays qui est cité comme exemple au niveau de la réussite de la vaccination pour les enfants, grâce à son Altesse Royale qui fait un effort extraordinaire par rapport à ça. Donc beaucoup de choses ont été faites. Néanmoins, aujourd'hui, on continue à constater que ces mamans, notamment au niveau du monde rural, où il n'y a pas d'unité hospitalière ou des unités où il y a un accouchement, parce que l'accouchement, s'il n'est pas surveillé, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes par la suite. Donc, au niveau du monde rural en particulier, justement, nous avons, donc, toutes les études l'ont montré qu'il y a des problèmes. Donc, aujourd'hui, le ministère de la Santé a fait beaucoup de choses. L'INDH vient aussi renforcer cette action, parce que pour justement aider toutes ces mamans au milieu rural à accoucher en milieu surveillé, aider ces mamans et les enfants à suivre une nutrition. Et là, je parle d'un exemple très simple. L'allaitement maternel, l'allaitement naturel, qui est le meilleur aliment pour l'enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a moins de 40% et même dans le rural, des femmes qui allaitent. Et là, donc, l'INDH, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que la santé, comme j'ai dit, fait beaucoup de choses. Le ministère de la Santé, aujourd'hui, il faut arriver jusqu'aux populations enclavées. Donc, il y a la sensibilisation à faire. Mais une fois que les populations sont sensibilisées,
il faut que lorsqu'ils viennent quelque part, il faut qu'ils soient pris en charge. Et la prise en charge va être faite justement dans des maisons, ces maisons qu'on appelle Dar Oumouma, déjà initiées par l'INDH, mais qui vont être renforcées parce qu'on va passer à des Dar Oumouma qu'on peut appeler de 2.0, parce qu'il y aura beaucoup de choses. Ces Dar Oumouma qui vont accueillir les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas attendre jusqu'à la veille de l'accouchement pour descendre de la montagne. C'est pas possible. Et parmi les obstacles, quelquefois, il y a le mari aussi. Alors, déjà, physiquement, lorsqu'ils viennent, il faut qu'ils viennent suffisamment à l'avance. Et ensuite, justement, la sensibilisation, ces maris, il y a beaucoup de maris, traditionnellement, ne laissent pas la femme accoucher pour des raisons. Je vous dis des choses simples. Des choses simples. Donc, il y a un ensemble de choses, et l'INDH se propose, et elle a commencé à le faire, pour justement vaincre tous ces freins et tout, pour que toutes les femmes, et y compris et surtout les femmes rurales, viennent accoucher. Parce qu'en accouchant en milieu rural, il y a une surveillance de l'enfant, il y a la surveillance de la maman. Et là, je peux peut-être en revenir, parce que l'enfant, les premiers 28 jours sont déterminants au niveau de sa survie. Et après, il y a les 1000 jours qui suivent. Donc toute cette phase-là est extrêmement sensible. Et là, juste terminer par rapport à l'INDH, donc il y aura cette Dar Oumouma, il y aura la sensibilisation, mais ça va être fait par qui? Justement, c'est là où il y a l'innovation. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt l'administration, par le biais du ministère de la Santé, par les auxiliaires d'autorité, par un ensemble d'outils, mais on a constaté que ce n'est pas toujours efficace. Donc l'INDH va travailler avec le ministère de la Santé, et ça va être quelque chose d'extraordinaire, et on le fait avec l'UNICEF qui nous accompagne, pour installer des relais communautaires. C'est-à-dire que c'est des associations qui vont être installées au niveau de ces Dar Oumouma et qui vont rayonner et couvrir des territoires où ils vont être dans des douars, chez les femmes, pour leur expliquer de la manière la plus simple. Sur le terrain même. Sur le terrain. Et aussi, on parlera de préscolaire. Le préscolaire, les éducatrices aujourd'hui sont formées aussi pour accompagner les mamans des enfants qui viendraient au préscolaire, pour les sensibiliser. Donc il y a un ensemble de faisceaux, il y a un ensemble d'approches, parce que la sensibilisation est très importante. Et une fois la sensibilisation est faite, il faut qu'il y ait les outils, il faut qu'il y ait des infrastructures. Et là aussi, l'INDH, dès cette année, on va commencer, et là on le fait avec l'UNICEF, on a défini du matériel qu'on va mettre en place. Je vous parle de quelquefois, là, c'est très simple. Par exemple, une balance. Parce que, pour voir si l'enfant est bien nourri, en bonne santé, il faut le peser. Il faut la taille. Des outils comme ça, quelquefois, ils ne sont pas disponibles. Juste aussi dans le sens de Fthia, et je voudrais revenir sur ce point, pardonnez-moi, Mohamed Zouar, c'est justement parmi les images qu'on a de la détresse et de la misère dans le monde rural, c'est cette image-là d'une femme dans le monde rural, dans les montagnes, qui n'arrive pas à accoucher, qui va par exemple faire des kilomètres et kilomètres sur des routes enneigées. Enfin, on voit ça, c'est des scènes dans des films et dans des séries, et elle meurt avant d'accoucher. Mais l'INDH maintenant veut s'attaquer à ça pour que ces images-là ne se reproduisent plus. C'est comment vous allez faire justement concrètement pour des questions pour que ça ne se reproduise plus, qu'on ne voit plus ce genre de scènes. Question, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a lu au niveau de la presse des femmes qui accouchent pratiquement à la porte de l'hôpital, des choses comme ça. Aujourd'hui, et grâce à la gouvernance qui est mise en place, parce que nous avons des comités locaux de l'INDH qui sont au niveau de chaque cercle, et on va arriver pratiquement à avoir toutes les femmes qui vont accoucher, on aura leur nom. D'accord. Et les dates même où ils vont accoucher. Et c'est nous qui allons la chercher. Parce que grâce à la capillarité de l'INDH, on peut toucher n'importe quel droit. Alors que les autres administrations, malgré toute la volonté qu'ils mettent dans, ils ne peuvent pas. Et là, on peut dire, par exemple, dans Douar X, je ne sais pas, au niveau de la montagne, il y a 30 douars et il y a 20 femmes qui vont accoucher. Flan Sarah Tora c'est tel jour, Fatima c'est tel jour, etc. Et on voit d'abord, parce que peut-être on n'en a pas parlé, mais ces accompagnements vont se faire 9 mois avant. Même
Au niveau de la conception, on va accompagner, parce qu'il y a un ensemble d'examens à faire. Donc, c'est tout un accompagnement extrêmement fort qui va être fait pour, bon, bien sûr, dire à l'autre, mais on est tenu par ce qui est possible. Oui. Et là, ces comités qui regroupent, et bien sûr l'administration, mais aussi les élus, il y aura la société civile, mais toutes les bonnes volontés qui vont être là et qui connaissent parfaitement dans tel devoir, il y a ça, etc. Et là. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une question importante parce que, si vous permettez juste de rajouter un petit mot, pour dire que dans notre pays aujourd'hui, alhamdoulilah, les moyens, bon, peut-être on n'en a pas d'une façon infinie, mais nous avons les moyens. Nous avons les femmes et les hommes dévoués. Nous avons, mais il manque le dernier mètre. C'est lequel? Le dernier mètre, c'est ça. C'est qu'il y a une femme qui accouche au niveau de la montagne. Le centre de santé à l'heure d'accouchement, il est à 20 km. Mais déjà, on a parlé de l'homme qui ne laisse pas la femme. Oui. Ensuite, la femme se dit, il faut que je descende. Enfin, il faut que j'attende le dernier jour. Quelquefois, bon. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va... C'est des petits réglages à faire. C'est des réglages qui sont extrêmement importants. Parce qu'il s'agit quand même, là, on parle de vie des personnes et de l'avenir de l'enfant. Parce que nous, à chaque fois, peut-être je ne cesserai pas de le répéter, parce que aujourd'hui, c'est l'homme, c'est le citoyen qui est au cœur de tout ce qu'on va faire. Donc à chaque fois qu'il y a une personne, si on peut sauver une personne, si on peut sauver un enfant, aujourd'hui il y a des histoires. Peut-être les enfants malnutris, parce que quelqu'un qui est malnutri, c'est quelqu'un qui ne suivra jamais correctement ses études. Bien sûr. Si on sauve le petit enfant au niveau de la campagne, c'est peut-être le futur champion de je ne sais pas quoi, lorsqu'il aura 20 ans. C'est peut-être le futur savant qui va sauver le Maroc, je ne sais pas. Donc, personne ne doit être négligé. Et là, 2 minutes, juste le discours de Sa Majesté du 20 février, rappelle encore une fois, parce qu'il ne cesse de marteler ce recentrage par rapport aux citoyens. Tous les projets, on parle d'un certain nombre de choses, mais tous les projets doivent être faits autour de l'homme et pour le citoyen. Mohamed Zouak. Alors justement, avant de rentrer encore plus dans le détail dans ce recentrage vers le citoyen, qui est extrêmement important, je voulais revenir justement 1 minute sur le bilan. L'INDH, l'objectif était vraiment d'accompagner le développement humain au Maroc. Pourtant, il y a des indicateurs internationaux, mais aussi nationaux. Je vais donner justement ces deux environnements. L'IDH, le classement IDH, qui montre que depuis de 2005 à 2017, il y a eu une évolution, mais en termes de classement, le Maroc reste 123e. Donc, qui est plutôt un classement par rapport aux pays voisins, qui est plutôt en retrait. Oxfam, qui, selon le classement Oxfam aussi, qui parle du Maroc comme étant le pays le plus inégalitaire en Afrique du Nord. Enfin, pour revenir au niveau national, l'ONDH, l'Observatoire national du développement humain, qui a montré aussi une disparité. C'est-à-dire à la fois des bons exemples au niveau régional. Des bons exemples comme Tanger-Tétouan sur le taux de pauvreté, Tanger-Tétouan-Al-Husseima, qui est passé de 51% en 2004 à 20% de taux de pauvreté en 2014. Alors que Bnimellah el-Khnifra, qui est une région que vous connaissez très bien puisque vous avez été wali, a des résultats qui sont moins encourageants que cette région précédente. Alors, pauvreté divisée quand même par 3 quand même. Mais comment on peut justement, évaluer ces disparités, à la fois en termes de résultats et en termes de trajectoire? Comment on peut expliquer ces disparités? Vous avez raison sur le fond. Effectivement, cette affaire d'IDH, l'indice de développement, parce que, vous avez raison. C'est-à-dire on est classé 123e, vous avez raison. Mais il faut vraiment préciser certaines choses. Et je tiens justement, dans cette émission, de le préciser à tout le monde. L'IDH, c'est quoi? C'est 3 composantes. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est le revenu. La santé, on s'en sort pas mal, malgré tout ce qu'on peut dire, parce que l'espérance
de vie d'un Marocain il est quand même de 75-76 ans. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est presque les meilleurs d'Afrique. Donc ça, on s'en sort pas mal. Quoi qu'il y a des efforts encore à faire. Le revenu, il est ce qu'il est. Mais par rapport à cet indice, il suffit qu'un pays ait du pétrole ou une richesse sous ses pieds, même s'il est en guerre, automatiquement, il est très bien classé. Donc, je ne peux pas citer de pays qui ont du pétrole et qui ont de visu, on voit qu'ils sont bien loin du Maroc. Mais ils sont dans les classements meilleurs que le Maroc. Maintenant, là où le bas blesse, c'est la composante éducation. La composante éducation, parce que cette composante, cet indice, ce sous-indice, mesure deux choses. D'abord, c'est-à-dire la durée que les enfants vont suivre au niveau de la scolarité, ça c'est bien, c'est important. Mais il y a la mesure du stock. C'est-à-dire, on vous dit, les gens qui ont plus de 25 ans, c'est la durée des études de plus de 25 ans. Donc, autrement dit, c'est simplement pour simplifier. Là, je ne renie pas, nous sommes au 23e. Mais cet indicateur, cet indice, IDH, est plus pour avoir une photo instantanée du présent et il mesure le passé que l'avenir. Par contre, nous, au niveau aujourd'hui de l'IDH, on adopte plus l'indice du capital humain qui a été mis en place dernièrement dans la conférence de Bali par la Banque mondiale, qui recentre cet indice de capital humain sur deux composantes fondamentales. La santé et l'éducation. L'éducation, encore une fois, donc bien sûr la durée, mais aussi la qualité de l'éducation. Et malheureusement, je tiens à le reconnaître devant vous, tout le monde le reconnaît, la qualité de l'éducation au Maroc, il est vraiment, je dirais, très médiocre. Et là, cet indicateur, pourquoi cet indicateur, cet indice du capital humain? Parce qu'il encourage, parce qu'il mesure le potentiel. Et c'est là, troisième phase, je reviens à votre question de départ. C'est pour ça que l'IDH a été recentré pour s'attaquer à ces problèmes. Bien sûr, l'éducation, il y a un ministère qui fait un travail extraordinaire. Mais justement, comme on l'a dit pour la santé, l'IDH viendrait pour justement aider ou accompagner le ministère de l'Éducation pour faire plus. Parce que, et là on rejoint les inégalités, aujourd'hui on voit qu'il y a des problèmes entre le rural, c'est manifeste, manifeste, et on le cache. Entre les régions. Et les régions, et on trouve que ces régions qui ont un problème, ils sont plus rurales que... Donc on revient au rural. Il y a aussi entre les femmes et les hommes, il y a ça. Donc l'IDH phase 3, c'est pour ça qu'on a pris notre courage à deux mains, et suite justement aux orientations et au discours très important de 2018, à l'occasion de la fête du trône que Sa Majesté a fait par rapport à ça, pour nous recentrer sur le capital humain, sur le développement humain, et on va s'attaquer avec tous les départements pour voir, parce que, et là, je reviens par rapport à, parce que cet indice du capital humain, aujourd'hui, il a été mesuré que plus vous développez l'éducation, la santé, automatiquement, dans quelques années, on va impacter le revenu. Je prends une femme, une fille, née dans, je ne sais pas... Dans un douar, par exemple. Dans un douar en haute montagne. Aujourd'hui, la pauvre, si on ne fait rien, qu'est-ce qu'elle... Elle est née, elle est là, bon, c'est survie, parce qu'il y a des problèmes. Elle va arriver à 13 ans, elle va se marier. Elle n'a pas été à l'école. Elle va se marier, il va avoir à 20 ans 5, 6 enfants. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? Il va reproduire la pauvreté, mais à la puissance 5. Il y a une inertie. Donc, par contre, si vous investissez au niveau de l'éducation et au niveau de la santé, surtout, l'enfant qui naît en bonne santé, donc prêt à... Là, vous développez son potentiel, et c'est lui qui va, après, créer la richesse. Justement, vous insistez sur le préscolaire. On explique un tout petit peu aux téléspectateurs. Le préscolaire, c'est entre 3 ans et 6 ans. C'est d'aller à l'école entre 3 ans et 6 ans. Et on sait très bien, vous l'avez souligné, c'est la question, ça fait partie de nos failles, talons d'Achille,
au niveau de développement humain. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour cette question du préscolaire? Qu'est-ce que l'INDH devrait faire pour développer le préscolaire au Maroc? Pour le préscolaire, d'abord, c'est une volonté royale qui a été lancée l'année dernière pour généraliser. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, là, on a fait beaucoup de chemin. Là, on est à 55%. Cette année, on est à 55%. Il fut un temps, on disait que le préscolaire n'était pas important. Oui. Il a fallu attendre tout ce qui a été fait à l'international. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez, c'est-à-dire l'investissement au niveau du préscolaire, si vous investissez, c'est plusieurs fois plus rentable que dans les autres cycles. C'est-à-dire que vous avez une courbe qui, pratiquement, c'est-à-dire le préscolaire est très rentable, si vous aimez, pour des raisons dont on a parlé. Rentable pour le développement du pays, c'est-à-dire donc le préscolaire est très important. Donc aujourd'hui, la volonté royale, généralisation, très sage décision. Nous avons à peu près 680 000 enfants qui naissent chaque année. Oui. Pour préscolariser tout le monde, donc il faut imaginer combien d'unités à construire, combien d'éducatrices et éducateurs, parce que c'est le plus important. Là, c'est l'éducatrice et l'éducateur. Il faut former, donc c'est une machine extraordinaire. Dès le départ, donc l'éducation nationale ont déjà un système qui existe, les écoles, etc. Donc on s'est dit, pour aller de façon rapide et surtout sûre, c'est que l'éducation nationale va être dans les villes, va être dans des localités, etc. L'INDH prend sur lui, parce que sinon, encore une fois, on va accentuer ce qui a été dit tout à l'heure par César. On va dire, on va faire d'abord là où il y a la population, là, etc. Et on va laisser le rural. Donc, on s'est dit, le rural, il posera des problèmes. Donc, l'INDH va s'attaquer au rural. Et tout de suite. Mais comment? Et comment? Donc, il est recensé aujourd'hui tous les douars du Maroc. Nous avons à peu près, je dirais, 40% de la population qui vit dans le rural, plus ou moins. Donc, en termes d'enfants, un peu plus, parce que le rural, ils ont un peu plus d'enfants, et grands enfants. Donc, aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas facile, parce que les douars sont d'abord isolés, sont dans des zones pas facilement accessibles, et aussi, il y a des douars qui ne présentent pas suffisamment d'enfants. Vous avez des douars où il y a 5-6 enfants par génération. Et vous avez même des nomades qui bougent dans l'espace. Donc tout ça, on a pris toutes ça, donc je ne dirais pas que c'est une équation à résoudre, mais on a pris tout ça et on s'est organisé, on s'est dit voilà, toucher le maximum d'enfants dans cette situation, dans les 5 ans à venir, on va s'attaquer donc à la création de 10 000 unités et on va réhabiliter 5 000, parce qu'il y a du préscolaire qui existe, mais il existe, si les locaux sont corrects, les éducatrices et éducateurs ne sont pas suffisamment formés, etc. Donc, on va s'attaquer. Et cette année... Donc, c'est l'INDH qui va former les enseignants? Ça, pas l'INDH. Donc, nous, justement, ça, c'est peut-être une question qui reviendrait plus tard. C'est que nous, on a défini les douars, etc. Bien sûr, les budgets qu'il faut, etc. Mais on s'était dit, et c'est une innovation de la phase 3. Autrement dit, classiquement, on aurait, c'est les provinces, c'est l'administration, etc. Aujourd'hui, on a opté travailler avec des associations. D'accord. Mais des associations qui ont 10-15 ans d'expérience. Et par exemple, pour les 1200 unités qu'on ouvre, déjà on en a ouvert pas mal, et on en ouvre d'ici la fin de l'année, on aura 1200 unités. C'est 2 associations qui sont choisies parce qu'ils ont déjà l'expérience. Ils ont l'expérience pour former les éducatrices, ils ont des manuels qui sont agréés, bien sûr, parce que... Donc vous allez vous appuyer sur des associations pour former les enseignants? Exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir au jour d'aujourd'hui combien d'enfants en préscolaire au niveau national, dans l'ensemble du territoire, et combien en milieu rural? Que l'on comprenne juste la différence de ce qui se passe, et la disparité d'ailleurs, qu'il y a en milieu rural et en milieu urbain. Parce qu'il y a un chiffre de 50%, mais on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est tout le Maroc? Est-ce que c'est le milieu rural? Qu'est-ce qu'il en est? C'est très bien effectivement, pour les chiffres, quelquefois, c'est important. C'est important pour préciser
Donc aujourd'hui, au niveau national, c'est 50%, on estime, 50% d'enfants qui vont au préscolaire. Mais, encore une fois, je reviens, c'est moins de 30% au niveau du rural qui vont dans le préscolaire. Et la qualité du préscolaire, je ne vous dis pas. C'est-à-dire, bon, parce qu'il y a des unités où ils vont, etc. Mais, donc, c'est pour ça, justement, donc, encore une fois, l'INDH va faire va faire le forcing sur le rural, parce que c'est là où c'est là où c'est le plus difficile. Parce que, je vous dis, il y a des... Aujourd'hui, bon, j'ouvre une parenthèse, parce qu'il faut imaginer, ces unités, il faut les construire. Oui. Les construire comme ils sont éparpillés dans le territoire. Si vous commencez à construire une petite unité par petite unité, ça va revenir très cher. Parce qu'il y a aussi le côté, il faut optimiser et il faut minimiser les coûts. Parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, à partir de 30%, donc il y a beaucoup d'écoles qui vont être réhabilitées, c'est dans ces 30%, mais il y a 70% de rurales et qui vont être touchés et concernés par ce qu'on va faire. Juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Abdallah, l'éloignement. Alors construire des unités, c'est bien. Les chiffres 10 000, ça paraît extraordinaire. Mais ils vont y aller comment, ces enfants, à l'école? Parce que le problème, vous le dites vous-même, vous dites les Douars sont éloignés, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc l'unité va être toute petite. C'est là où... c'est là, et je pense que vous avez mesuré la difficulté que ça représente. Vous allez mettre en place des bus qui vont prendre de chaque douar pour les emmener à l'école. Concrètement, ça va se passer comment? Deux choses. L'unité va être créée au sein du douar. Au sein du douar. Oui, mais s'il n'y a que 3 enfants, il y aura une unité quand même. Là, par rapport à tout, parce que c'est quand même, c'est pas tous les douars aujourd'hui, nous avons 60 enfants, 70, on commence par ces gens-là, par ces enfants-là, et là où il y a 4, 5, nous sommes en train aujourd'hui, parce que c'est un projet sur 5 ans, nous avons aujourd'hui des équipes qui travaillent comment essayer, il y a déjà des expériences qu'on va tester très rapidement sur des unités mobiles. C'est-à-dire, c'est un bus qui va être équipé et qui va se déplacer. C'est pas mal, ça. Donc, je vous disais deux choses. C'est dans les gros douars, l'unité va être dans le douar. Et deux, stable géographiquement installée. Et deux, très important, c'est que les éducatrices, parce que je parle beaucoup d'éducatrices, parce qu'on préfère avoir des éducatrices que des éducateurs. Mais c'est de discrimination. Là, positive. Positive. Mais donc, les éducatrices et éducateurs, ils vont être recrutés du douar. C'est-à-dire, lorsque c'est possible, parce que quelquefois, parce que malheureusement, encore je reviens, vous avez des douars où il n'y a personne qui allait à l'école. Donc, c'est-à-dire, on essaie au maximum de recruter ces éducatrices et éducateurs du douar, parce que, d'abord, parce que vous savez, il y a des douars par rapport déjà à la culture locale. Donc ces éducatrices et éducateurs connaissent toutes les femmes, connaissent tout le monde, donc ils peuvent même par rapport à la santé... Donc vous visez la proximité, en fait. La proximité, mais aussi par rapport même au véhicule du langage, parce qu'il y a des zones amazigophones. Donc l'éducatrice va parler, c'est-à-dire l'amazigh avec les enfants, etc. Donc tous ces aspects-là du préscolaire ont fait l'objet de plusieurs mois d'études. On était même, et j'en suis fier, par rapport à toutes les équipes qui ont travaillé sur ça, et on l'a fait avec l'expertise même internationale, pour éditer toute une conception de toutes les questions qu'on peut se poser, on se les pose. Mais c'est une petite question, parce que est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher aussi, enfin ça c'est un reproche qui va revenir, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'INDH, est en train de faire le travail du ministère de l'Éducation. Dès le départ, je vous ai dit que le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire beaucoup de choses. Mais simplement, comme c'est un chantier sur lequel on doit faire et très rapidement, et au niveau de la quantité et au niveau de la qualité, et l'éducation, je vous rappelle, c'est une affaire de tous.
C'est pas une affaire simple. Alors, erreur, si on dit que c'est l'éducation nationale, il a sa cohorte d'enseignants, des choses. Il fait ce qu'il peut faire. Et là, nous, l'éducation fait ce qu'il fait, et nous, on va voir, surtout, tous ces devoirs-là, c'est j'étais sur le terrain. Je rappelle, vous connaissez très bien le monde rural, vous avez été où aller de plusieurs régions. Il y a des zones très difficiles que le ministère, avec les moyens qu'il a, d'arriver, je ne sais pas où. Donc, nous, on vient pour apporter ce tour. Et on le fait dans tous les cas. Alors, il ne faut pas oublier que le régalien ici, c'est nous, c'est l'éducation. C'est-à-dire les manuels, la pédagogie et tout ça, alors, il est agréé par le ministère. Alors, c'est pas, on ne crée pas un ministère d'éducation bis. Alors, c'est pas ça. Justement, c'est une expérience assez intéressante avec le préscolaire. Justement, la coordination que vous menez, la complémentarité que vous avez avec le tissu associatif, mais aussi, je crois, les communes qui travaillent de pair avec l'INDH. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de revenir déjà entre l'INDH 1, donc phase 1, phase 1, phase 2, il y a déjà eu une évolution. L'État s'est désengagé de la maîtrise d'ouvrage, donc de la gestion directe des projets, au profit des communes, mais aussi au profit des acteurs associatifs, déjà à la phase 2. Et c'est intéressant puisque dans le bilan qui a été fait, c'est qu'il y a eu des meilleures performances dans la phase 2 parce qu'on a impliqué justement le tissu local, les communes, et les associations qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, ça me rappelle un des livres de Zakia Daoud et une association qui est très connue au Maroc, Migration et Développement, qui a fait un gros travail à Tialiwin. C'est des Marocains résidant à l'étranger qui ont fait un gros travail avec leur village d'origine ou leur région d'origine à Tialiwin. Et c'est très intéressant, c'est toute cette expérience de l'INDH. Est-ce qu'elle ne peut pas profiter aussi au reste de l'administration marocaine, les autres ministères, et notamment en termes de sélection d'associations, comment on audite, comment on est choisi, donc les critères, les méthodes, est-ce que ça, c'est pas quelque chose sur lequel on pourrait capitaliser au niveau national et au niveau du reste de l'administration? Là, permettez-moi, je vais pas pour dire que l'INDH, c'est... Parce que justement, toute la philosophie de l'INDH, qui est d'abord basée dès le départ sur la dignité des citoyens, sur la justice, sur l'équité, etc. Mais aussi, l'INDH a innové sur beaucoup de points et il va innover encore davantage. Par exemple, justement, toute cette politique ascendante, c'est-à-dire les projets. Alors, il fut un temps où l'administration, pratiquement tout partit du centre, toutes les politiques publiques. Alors, c'est ça. Il y a aussi Casablanca aussi. Mais l'INDH, donc, on travaille avec les associations, avec des comités locaux. C'est eux qui identifient les besoins, c'est eux qui arrêtent, etc. Et tout en associant les élus et tout le monde. Et là, au niveau de cette phase 3, parmi les choses particulières qu'on voit, deux choses. Un, c'est que d'abord, le maître mot de la phase 3, c'est la qualité. La qualité. Parce que malheureusement, on nous signale ici et là, je le reconnais, que tel centre il est utilisé par telle association d'une certaine manière, etc. Parce qu'aujourd'hui, phase 3, dans tous les centres qui ont été construits, qui sont là, un gros travail est en cours pour améliorer la qualité. La qualité comment? D'abord, en améliorant les process, en définissant, pas pour plus de paperasse ou des choses comme ça, mais simplement en précisant le rôle, le protocole, etc. Et là aussi, bon, excusez-moi parce que je vois beaucoup de parenthèses, parce qu'en 2005, par exemple, si je prends les autistes, par exemple, les éducateurs, il y en avait 2 ou 3 au Maroc. D'accord. Et l'INDH a permis, et là vous avez raison, à former, à avoir ce foisonnement d'idées, etc. On a eu des formations. Aujourd'hui, bon, la dernière fois j'étais à Tétouan par exemple, j'étais agréablement surpris comment des jeunes filles prennent en charge ces cas où pour un enfant, il faut 2 éducatrices. C'est pas 1, 2. Les autistes, les trisomiques, et des choses comme ça. Donc ça d'un côté. De l'autre côté, les associations. Il y a eu un foisonnement extraordinaire. Et on s'en félicite et on est heureux d'avoir permis d'éclore à travers le Maroc un ensemble d'associations. Simplement, il est de temps en temps constaté qu'il y a des associations à qui il faut
renforcement de capacité, des choses comme ça. Il y a des faiblesses. Par exemple, une association sur 3 au Maroc fonctionne avec un budget de 10 000 dirhams. C'est ça. Ouais. Donc aujourd'hui, C'est le type associatif. Il y a de nombreuses associations, mais ça reste assez faible comme j'ai au dit, niveau des moyens. dès le départ, on renforce les acquis et on améliore. Donc ils sont là. Très bien. Néanmoins, aujourd'hui, comme par exemple l'exemple de préscolaire, on a pris des associations championnes dans leur catégorie. Et c'est là, ils vont travailler. Quelles sont ces associations que vous avez prises? Si ce n'est pas un secret. C'est pas un secret, ouais, elles sont connues. C'est la Fondation marocaine du préscolaire, qui est à Rabat, et Zakura, qui est à Casablanca. Ils sont Qui ont une histoire, qui ont... Ils ont 10 ans, 15 ans, ils ont déjà... C'est-à-dire ils ont commencé bien avant qu'ils aient été sollicités par l'INDH. Ils travaillaient avec leurs propres moyens. Parce que les associations aussi, et là, vous avez raison, ils ont la capacité, au-delà de l'argent public, de mobiliser de l'argent de partout, c'est-à-dire même de l'étranger. Parce qu'ils ont des process, ils ont ils ont le savoir-faire. Et là, il faut que je termine par rapport à ça. Donc, on va travailler avec ces associations. Il y en a, alhamdoulilah, au Maroc aujourd'hui, des dizaines. Mais après, donc dans tous les secteurs, pas simplement dans... Mais après, les autres ne seront pas laissés sur le... Ils vont être accompagnés, c'est-à-dire ils vont travailler avec ces champions pour pratiquement les mettre à niveau. Les mettre à niveau et sur le plan, parce qu'aujourd'hui, les associations, c'est un moyen de recrutement très puissant. Parce que là, si, par exemple, avec ça, il y a celles qui ont 200 personnes, qui emploient 200 personnes. Mais une association où il n'y a que le président ou quelques personnes avec lui, une association familiale, ou qui a... Bon, ça, il faut qu'ils aient. Donc, mettre le mot qualité. Qualité de ce qu'on va faire. Vous avez parlé tout à l'heure que que l'INDH a un réseau qui est beaucoup plus élargi que certains ministères, certains départements. Vous allez vous appuyer aussi, j'imagine, sur l'administration territoriale, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire les cheikhs, les mqaddam, les wali évidemment, les amel, et aussi les qaïd. Est-ce qu'ils sont sensibilisés par rapport à ça? Par exemple, moi j'imagine par exemple un qaïd, est-ce qu'il est sensibilisé par exemple à la question de l'accouchement d'une mère qui habite dans un douar ou d'une dizaine d'enfants qui doivent être préscolarisés? Est-ce qu'ils sont sensibilisés par rapport à ça? Alors aujourd'hui, vous me permettez, c'est une occasion, parce que je fais partie de ce corps, peut-être qu'il y ait quelque part un maçon, mais c'est des gens... Vous savez, la plupart de ces gens-là ne prennent même pas de congé. Ils travaillent le samedi, ils travaillent le dimanche. Et ils sont au fait de tout ce qui se passe au niveau de tout le Maroc. Ça, et là, le fait d'avoir mis à contribution, parce qu'avant, ce n'était pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, dans cette phase, ils sont dans la gouvernance. Mais aussi, pas simplement, ils ne sont pas seuls. Ils sont avec les élus, ils sont avec la société civile, par exemple. Et là, parce que, très rapidement, pour vous dire, l'écosystème de l'INDH, aujourd'hui, c'est 14 500 personnes qui sont constituées. Donc, il y a des comités locaux qui concernent tout le Maroc, au niveau des cercles et au niveau des pachalek. Il y a des comités provinciaux au niveau des préfectures et provinces de tout le Maroc. Il y a des comités régionaux. Et il y a tout un système, c'est-à-dire le diagnostic, c'est au niveau de la base. Ensuite, l'élaboration, parce que là, c'est une innovation. Excusez-moi, il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle le plan pluriannuel de développement humain. Aujourd'hui, chaque province est tenue d'avoir un plan sur plusieurs années, 3 ou 4 ans, mais glissants. C'est-à-dire pour, justement, peut-être on va en parler, avec il s'agit des résultats prédéfinis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de travailler comme ça, mais il s'agit de se dire c'est quoi le temps zéro et qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif et comment on va le mesurer. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des plans. Et des plans par rapport au développement humain. Donc tout ce qui est éducation, mais éducation en général, pas simplement l'éducation préscolaire, INDH, mais toute l'éducation. Et là, on peut en parler peut-être parce que l'INDH va accompagner... Il ne reste pas beaucoup de temps, le temps passe vite, il reste encore un quart d'heure. Donc pour vous dire très rapidement, donc, il y a ces comités locaux où il y a tout le monde. Donc, il y a l'autorité, il y a le mqaddam, il y a le chef, mais il y a surtout les élus, il y a la société civile, et il y a tous ces comités-là. Donc, il y a diagnostic, il y a les PPDH, c'est-à-dire les plans pluriannuels de développement, et il y a ensuite au niveau des régions, parce que là, une parenthèse
Comme vous le savez, la déconcentration vient d'être décidée, qui va accompagner la décentralisation, donc au niveau des wilayas, qui vont agréger toutes les politiques publiques qui vont se faire là, y compris l'INDH, parce que l'un des problèmes qui nous manque par rapport à tout ce qui a été fait, c'est la convergence. La convergence de tous pour l'école, la convergence pour l'hôpital. Comme ça, si on construit un dispensaire quelque part, il faut qu'il y ait la route, il faut qu'il y ait l'eau. Il ne faut pas que chacun travaille tout seul. Il y a une dernière question avant de passer au face-à-face. En gros, est-ce qu'on peut dire très clairement que vous êtes à l'heure du bilan, que vous vous dites nous avons fait des erreurs, on le sait, on le reconnaît, il y a des choses qui ne vont pas. L'INDH, ça a été pendant longtemps beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent, même des milliards annoncés, et les attentes étaient énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire si clairement, puisque vous parlez de nouveaux modèles, vous mettez le citoyen, effectivement, vous êtes sur la proximité, est-ce que vous dites c'est l'heure du bilan? D'ailleurs, il va y avoir, nous sommes à la veille d'un rendez-vous important, ce sera le premier du genre, les premières assises nationales de l'INDH, ça s'était jamais fait jusqu'à présent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, ça n'a pas été là-dessus, c'est l'heure du bilan, il faut qu'on travaille différemment? Est-ce que vous changez tout votre modèle de développement, en quelque sorte? Dieu merci, l'INDH est un chantier de Rennes. Donc c'est un chantier de Rennes. Ce n'est pas un chantier de quelques années. Et c'est un chantier aussi dynamique. Et aussi, comme je vous l'ai dit dès le départ, on évalue, on se dit, voilà, ça a marché, on renforce. Ça n'a pas marché, on change de... Il n'y a pas de mal à ça. Et on le reconnaît, on est très clair par rapport à ça. Donc, et là, merci de revenir sur justement ces assises, ces premières assises. On va commencer la semaine prochaine. Après 14 ans de l'INDH, c'est les premières assises donc, qui vont être organisées et qui vont réunir tout l'écosystème, à savoir les ONG, la société civile, les élus, bien sûr les administrations publiques, le privé, mais aussi des organisations internationales et les organisations, bien sûr, nationales. Donc vos partenaires? Tous nos partenaires. Et ça va être, bien sûr, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté, d'où l'importance de l'événement. Donc, bien sûr, et c'est la première fois que tout ce monde-là se met autour de la table pour partager, pour discuter, pour aussi nous dire, messieurs, mesdames et messieurs, ce que vous avez fait, là, nous avons encore, etc. Donc, c'est effectivement... Et aussi, les premières assises sont réservées à la petite enfance, compte tenu de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, merci pour la question, parce qu'effectivement, le 19, et vous êtes les bienvenus, bien sûr, parce que... On y sera, avec un grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui. Maintenant, on va passer à une autre phase de l'émission, enfin, comme la phase 3 de l'INDH, on va passer à une autre phase de l'émission, c'est 3 minutes, et je vais commencer. Puisque vous avez la parole tout à l'heure, Tria, je vous donne encore la parole pour poser, vous avez 3 minutes pour poser d'autres questions à Sid Derdoui. Alors, Abdallah disait tout à l'heure que vous êtes un enfant du rural, que la campagne, l'Édouard, vous connaissez bien. J'aimerais d'abord savoir si vous êtes allé en préscolaire, mais j'aimerais surtout savoir, Monsieur Derdoui, si vous faites tomber la veste, si vous quittez votre bureau, si vous quittez la paperasse, et si vous allez constater de vos propres yeux, si vous aussi, vous faites des kilomètres et des kilomètres pour aller à la rencontre de ces populations. Parce qu'en parler, c'est bien, avoir des équipes sur place, c'est bien aussi, mais le responsable qui s'y rende et qui les rencontre, c'est bien également. Est-ce que vous y êtes allé? Alors, première question, je vous réponds franchement, je n'ai pas fait de préscolaire. Je suis un enfant de la campagne, j'étais allé directement à l'école. Et là, je rends hommage à cette école publique, grâce à elle, parce que l'ascenseur social fonctionnait. Si je suis là devant vous, parce que j'étais à l'école et de manière directe. Donc ça c'est... Sinon, aujourd'hui, effectivement, moi j'ai fait pratiquement l'essentiel de ma carrière au niveau du terrain. Et chaque jour qui passe, et si on ne voit pas, si on n'est pas chez le citoyen pour voir comment il vit tout ce qu'on fait, parce qu'il m'est arrivé d'ailleurs plusieurs reprises de corriger tout ce qu'on a échafaudé dans les bureaux avec tout le monde, oui, avec des ingénieurs. Et là, en étant sur le terrain, en étant chez les gens, on voit
que les gens attendent autre chose. Ou du moins, ils ont une autre définition de ce qu'ils attendent. Peut-être un exemple très rapide. Dans une vie antérieure, il y avait un douar qui demandait la construction d'une route. Bon, il y avait des techniciens qui sont allés, ils ont calculé, en revenant à ces 5 millions de dirhams. 5 millions de dirhams, c'est très difficile à trouver. Tiens, je vais voir quand même cette route-là de 5 millions de dirhams. J'étais allé personnellement, j'ai discuté avec les gens. Les gens, il leur fallait juste petite vise pour passer le douar le jour de souk, parce que le WAD, avec quelques hadars. Donc on a fait ça 40 ou 50 millions de dirhams, je ne me rappelle plus. Mais les gens étaient heureux, ils ont fait la fête. Pour vous dire toute l'appréciation des besoins, quelquefois, parce que la bureaucratie, etc., chaque fois qu'on travaille à partir des bureaux, on gonfle, on surestime les besoins des gens. Et aujourd'hui, peut-être dernier point, la campagne. Oui, moi j'aimerais bien, juste parce que je vais pas avoir beaucoup de temps, parce qu'il va me couper la parole dans pas longtemps. Rapidement alors. Vous parlez des routes, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez peut-être une expérience que vous avez vécue, la rencontre de ces personnes. La rencontre, par exemple. Ça fait... Vous restez avec eux, vous passez du temps avec eux pour connaître leurs préoccupations. Beaucoup de temps. Je vais raconter une anecdote très simple. Un jour, chaque dimanche, samedi, je circule en voiture, la haute montagne, 2000 mètres, dans un douar. Je m'arrête. Les gens m'invitaient. Bon, comme ils sont très généreux, les Marocains, j'étais chez la personne. Ils ne connaissaient pas que j'étais X ou Y. J'étais Wali. Vous étiez le Wali de la région. Wali de la région. J'étais chez lui. Et là, quel était mon... Jusqu'à maintenant, j'imaginais pas dans le temps qu'il y avait des gens qui habitaient encore dans des conditions précaires. C'est-à-dire le salon, enfin, supposé salon, était à moitié, enfin, le toit existait à moitié. Je ne parle pas du sol. Et là, lorsque je passais la nuit avec ces messieurs, avec ces dames, parce qu'il y avait que mes messieurs. Parce que donc vous avez dormi à même le sol? J'ai dormi là où dormaient les gens. Parce que, bon, en tout cas, ça, c'est pas une surprise pour moi, je l'ai fait auparavant. Donc, et là, lorsque j'ai écouté ces gens, etc., lorsque j'ai écouté les gens, et en descendant, j'ai réuni tout le monde. Je dis, voilà, maintenant, changeons tout ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant par rapport à telle zone. On fait ça, ça, ça et ça. Et 6 mois, on a réalisé tout ce qui devait être fait. Et ces gens-là sont passés de l'Antiquité à la modernité. Enfin, modernité. Enfin, modernité. J'aurais juste une question. Sinon, très, 3 minutes. Une seconde. Sinon, tout le temps, jusqu'à maintenant, parce que mes parents habitent toujours la campagne, et chaque fois, disons au moins une fois par mois, je me rends à la campagne, parce que j'ai des personnes références qui viennent me dire des choses. Et par exemple, même, je le dis, par exemple, tel événement, Rabat, là, comment dire, non seulement on se ressource, mais on revient sur Terre, pour dire toute la philosophie que vous êtes en train de développer là, c'est pas... On sort de Rabat et de Casa. Alors, ma première question rejoint exactement celle de Fethia, donc je vais passer directement à la deuxième. Sur le droit d'accès à l'information, l'INDH est quand même un gros bulldozer avec un budget conséquent, 18 milliards de dirhams pour la phase 3. Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer la publication du détail de comment sont utilisés ces 18 milliards de dirhams, la liste des associations, les régions, les provinces, les villes, les douars qui sont ciblés, soit sur votre site web, ou bien même sur le site qui est prévu pour ça, qui s'appelle data.gov.ma, et qui permettrait un petit peu de montrer l'exemple, puisque vous impliquez les associations, vous impliquez les communes. Je pense qu'il y a des citoyens qui ne sont pas forcément destinataires de cette INDH, mais qui aimeraient bien, parce qu'ils payent des impôts, qui aimeraient bien voir un petit peu comment l'argent est utilisé. Aucun problème métaphysique par rapport à ça. INDH, effectivement, nous avons 18 milliards, ils sont là. Aujourd'hui, dans ces premiers mois, on se concentre sur comment ces citoyens, ces citoyennes vont recevoir et vont travailler avec elles. Mais sinon, d'ailleurs, il y a déjà un nouveau site INDH, indh.ma, j'en profite, donc où il y a le maximum d'informations possibles.
Et aujourd'hui, on a restructuré aussi même la coordination nationale de l'INDH pour l'organiser autour de 3 pôles. Un pôle, bien sûr, mis en œuvre et tout ça, mais un pôle surtout de suivi-évaluation. Et où nous-mêmes, on va être exigeants d'abord envers nous-mêmes, pour dire, on va mettre tout cet argent, et etc. Est-ce qu'on fait bouger les choses? Parce que vous avez parlé tout à l'heure d'indicateurs et d'indices et tout. Il faudra qu'on mesure tout ça, etc. Et aussi, par rapport à cette organisation, on va mettre en place très rapidement des coordinations régionales. Ça aussi, qui sont faites pour le suivi, pour le reporting et pour aussi être le plus près possible des citoyens, de la presse, pour donner tous les chiffres. Et on sera capable, on est même capable aujourd'hui de vous donner l'argent. Tout à l'heure, comme Nasser Abdallah m'a posé la question par rapport aux associations, donc on publiera les associations avec qui on travaille. L'argent, combien, plus que ça, dans le cadre d'évaluation, combien nous coûte, par exemple, un enfant. Aujourd'hui, on l'estime à 2500, 3000 dirhams. On va vérifier si cet objectif, et on va préciser, c'est tant d'éducateurs, tant de crayons, tant de HADA. Donc on va être... Et là aussi, j'en profite, et merci beaucoup pour votre question. L'INDH, comme on le dit, c'est plus qu'un programme, c'est plus qu'un chantier, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi un projet qui va initier des choses en matière de management public. Donc déjà, on a parlé de l'ascendance depuis là. Ensuite, aujourd'hui, par exemple... On a terminé les 3 minutes, c'est désolé. Si vous me permettez. Bon, des brochures qui définissent des choses, etc. Donc, et là, dans une autre occasion, sinon on se verra... Avec plaisir. Aux assises. Aux assises. Cette semaine. Maintenant, on va passer au choix, à votre choix. Et ce choix, c'est une photo qui va apparaître maintenant. Et c'est une photo qui a été captée par une caméra de 2M. Pourquoi ce choix? Comprend deuxième était toujours à l'affût des choses. Bah, tant mieux. Alors, cette dame, le choix de cette dame, c'est une dame du douar dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Là, vous étiez, vous vivez dans le... C'est chez elle que vous avez dormi? Pas chez elle, mais à côté, mais pas loin. Mais cette dame, c'est la femme marocaine digne. Parce que pourquoi exactement la photo? On était dans une petite cuisine, une sorte de cuisine. C'était en quelle année, juste par hasard? C'était il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Je ne peux pas vous dire exactement, c'est une dizaine d'années. Ça fait pas, ça fait quand même il y a longtemps. Donc cette dame préparait du pain. Et on nous a présenté du pain et j'ai vu que le pain me ressemble un peu à ce que j'ai mangé lorsque j'étais enfant. Je dis, je veux bien voir la dame qui a... Il m'a montré cette dame-là, qui m'a rappelé beaucoup de personnes de ma famille. Et peut-être que c'est là où je l'ai salué comme je l'ai salué. Et aussi, cette dame, pour moi, au-delà de toute l'anecdote, cette dame, c'est la dignité. C'est la femme marocaine digne, qui travaille, qui n'a pas besoin qu'on lui prépare son pain, qui n'a pas besoin de le faire. Mais ces personnes, et là, c'est notre bataille. C'est la bataille de l'INDH. C'est que ces personnes-là doivent avoir les droits qu'ils doivent avoir. Doivent être, comme on a parlé du préscolaire, comme on a parlé etc., doivent avoir tout ça. Donc, et d'ailleurs, à chaque fois que je revois cette photo, ça me... Encore aujourd'hui, ça a de l'effet sur moi. Encore aujourd'hui, après 10 ans. Ça se voit. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission et je rappelle que l'invité de cette émission ce soir, c'est Mohamed Dardouri Louali, coordinateur national de l'INDH. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Et bon courage pour les assises de la semaine prochaine. Merci beaucoup à Fathi El Aouni. Merci à vous. Merci Dardouri d'avoir répondu à nos questions. Et bonne reprise pour demain. Demain, soyez au rendez-vous, 13h-14h, Club de la Presse. Et Mohamed Zouar, directeur du site Biladi, merci encore une fois d'être avec nous. Merci Abdallah et merci M. Louali. Merci aux téléspectateurs et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.